Vous avez bien sûr rendez-vous avec Eddy Kakelbergs qui nous propose un nouveau numéro d'Au bout du jour. Cap sur le Gabon, il y a un an, Ali Bongo Ondimba se déclarait vainqueur de l'élection présidentielle et se succédait à lui-même. Résultat contesté par l'opposition, mais aussi, vous l'entendrez, par les observateurs internationaux. C'est Jean Ping, son opposant, un ancien membre du Sérail entré en contestation, qui estime avoir été élu avec, dit-il, 60% des voix. Celui qui se déclare donc le président élu, mais non installé, est notre invité ce soir. Interview sans concession. La première, 19h-20h. Au bout du jour, Eddy Kakelbergs. Cette victoire au score serré nous oblige tous. Elle oblige d'abord chacun au respect du verdict des urnes et de nos institutions. Passer le temps de la compétition qui fut vive, doit s'ouvrir maintenant le temps de l'apaisement et du rassemblement. La fraude ressort clairement et ils ont essayé de gonfler les chiffres provenant de la province d'Ali Bongo où le taux de participation est à 100%. 100% de taux de participation, c'est du jamais vu. Donc c'est un coup de force électoral de trop que les Gabonais ne peuvent pas accepter. Nous allons prendre cette fois-ci nos responsabilités pour chasser une bonne fois pour toute la famille Bongo du pouvoir. Nous, comme observateurs, on ne peut pas déclarer vainqueur une personne. On observe, on analyse tout le processus et on voit les irrégularités. Mais néanmoins, je demande au président Bongo un acte de courage et un acte de responsabilité. Et si possible, en se prononçant, en renonçant à ces résultats pour pouvoir commencer un processus de dialogue et dans un pays qui est en train de se plonger dans une crise politique qui est grave. Bonsoir Jean Ping. Vous êtes le président élu, dites-vous. La communauté internationale en général ne fait pas mystère de l'idée que Ali Bongo aurait truqué les élections il y a un an. Est-ce que pour autant ça fera de vous un jour le président du Gabon? Forcément. À partir du moment où le peuple gabonais m'a élu, que tous les observateurs nationaux et internationaux ont constaté ma victoire, je pense qu'il est tout à fait normal que celui qui est vainqueur accède au pouvoir et que le vaincu accepte sa défaite. C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans les pays normaux. L'un des cadres de l'Union nationale qui soutient et a soutenu votre candidature, M. Gondjou, dit aujourd'hui, puisque la situation est bloquée, ce sera ni Ali Bongo ni Jean Ping, refaisons des élections avec une tierce personne ou personnalité. Pas de commentaire. Cette personne dit ce qu'il pense, peut-être qu'il veut être président et qu'il n'a qu'à se présenter. C'est tout. En l'occurrence, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Vous avez fait appel à l'Union européenne, vous faites appel à la France. 10 minutes après son élection, vous envoyez une lettre de félicitations au président Macron. Vous semblez attendre beaucoup de lui, mais concrètement, que peuvent-ils faire? Bon, d'abord, concrètement, nous nous sommes appuyés depuis le départ. C'est peut-être une forme d'originalité que j'ai amenée dans ce processus électoral sans fin où les vaincus se déclarent vainqueurs. J'ai sollicité la présence, le témoignage, l'observation de la communauté internationale. L'Union européenne, c'est vrai, mais aussi NDI, les Américains, mais aussi l'Union africaine, mais aussi la francophonie. Enfin, la totalité de la communauté internationale a pris part à l'observation des élections au Gabon. Et le constat est clair, tous les rapports sont clairs, j'ai gagné les élections, Ali les a perdues. Voilà. À partir de là, qu'attendez-vous d'eux? Qu'ils boycottent le régime en place? Parce que le régime en place est toujours celui d'Ali Bongo. D'abord, nous attendons plusieurs choses. Je crois que quand on vient observer des élections, quand il s'agit surtout de la communauté internationale crédible, elle ne peut pas venir observer des élections, constater qu'il y a des fraudes et puis repartir en catimini. Il faut en tirer les conclusions. Il faut, par exemple, prendre des sanctions ciblées, d'abord pour commencer. Et il faut pousser le pays à respecter les règles du droit, à respecter l'état de droit, à respecter les droits de l'homme. Or, aujourd'hui, ce pouvoir illégitime et même illégal continue à tuer, à piller, à voler. Pour ne donner qu'un exemple, un député de la majorité qui devrait bénéficier de l'immunité parlementaire est arrêté et torturé.
Il y en a beaucoup d'autres. Les syndicalistes sont arrêtés. Excellence, vous avez fait partie vous-même, en tant que ministre, des gouvernements successifs du père de l'actuel président, assis sur le siège présidentiel, en tout cas, Omar Bongo. Vous avez aussi contribué, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'on appelait les rapports de France-Afrique entre la France et votre pays, au point que l'on pensait parfois que c'était Paris qui dirigeait beaucoup de choses au Gabon. Est-ce que vous acceptez l'héritage et est-ce que vous en comprenez la complexité? Je sais clairement, et les Gabonais savent clairement, que j'ai fait partie du système d'El Omar Bongo Ondimba. Ils le savent, tous. Ils savent cela. Moi-même, c'est clair, j'ai fait partie du système. Mais à un moment donné, lorsque vous constatez que les choses ne vont pas bien, vous quittez le système. C'est ce qui se passe partout, en Belgique, ailleurs. Macron vient de quitter Hollande. C'est clair. Donc, effectivement, je fais partie du système passé. J'en accepte de partager les responsabilités. Je dis aussi que si je suis une partie du problème, je dois être une partie de la solution. Sans imaginer que d'autres pourraient dire « tournons la page d'une génération ». Bien entendu, c'est ce que nous envisageons. À mon âge, je ne prétends pas m'éterniser au pouvoir. Je ne fais qu'un seul mandat, un seul. Et justement, ça donnera le signal pour la première fois d'une transition démocratique et pas de tentative de se maintenir au pouvoir. C'est clair, ce sera la première alternance non clanique, non tribale, non organisée, non tripatouillée. Vous comprenez ma question, parce que si l'on regarde quelques autres grands pays d'Afrique pour l'instant, et mes regards se tournent évidemment aussi vers Kinshasa, on a vu combien il était difficile, mais ça pourrait être le cas aussi si l'on traversait le fleuve Congo de l'autre côté, combien il est difficile manifestement pour certains de passer la main. Mais écoutez, les présidents africains ont dans chaque pays leur propre système. Qui parfois le violer. Je vous dis, les présidents africains, quels qu'ils soient, ont leurs propres règles, ont leurs propres problèmes, ont leurs propres... Nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans les problèmes de nos voisins. Nous avons l'intention simplement d'établir au Gabon, pour la première fois, une démocratie. Et que la volonté du peuple, pour la première fois, soit respectée. Que le peuple, enfin, accède à la souveraineté. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France-Afrique, les présidents gabonais ont tous été placés par la France. Tous. Plus qu'ailleurs. Nous pensons qu'il faut vivre avec son temps. Ça ne peut pas durer. Il faut secouer le cocotier. Et nous avons le sentiment que la Nouvelle-France va secouer le cocotier. Vous espérez beaucoup encore de la France? Je crois qu'il ne faut pas dire nous espérons encore beaucoup de la France. La France est notre partenaire historique. Nous avons des liens avec l'Europe, des liens géographiques. Nous ne sommes séparés que par les 15 km du détroit de Gibraltar. Nous avons une mer, Méditerranée, que bientôt les Africains ont traversée à la nage. Ça, ce sont les faits. La géographie, elle est là, on ne la choisit pas. Nous ne sommes pas au large de la Chine, nous ne sommes pas au large de l'Inde, nous ne sommes pas au large de la Russie, nous ne sommes pas au large de l'Amérique, nous sommes au large de l'Europe. Et nous sommes liés donc par la géographie. Que vous le voulez ou pas, que nous ne voulions ou pas, la géographie est là. Mais il y a en plus de la géographie, il y a l'histoire. Nous avons été colonisés, l'Afrique en général, par l'Europe. Peut-être parce que nous étions vos voisins. Nous avons donc été colonisés par l'Europe. Nous avons ces liens historiques, les bons liens, les moins bons liens, mais l'histoire, c'est l'histoire. Il faut l'accepter telle qu'elle. Nous avons donc ces liens historiques. Nous avons aussi des liens culturels. Nous parlons des langues européennes, qu'il s'agisse du français, de l'anglais, du portugais, de l'italien pour la Libye et l'Érythrée, l'Espagne pour la Guinée équatoriale. Nous parlons exclusivement des langues européennes. Pour toutes ces raisons qui sont là, nous devons travailler avec l'Europe. On n'a pas beaucoup de choix et nous comptons donc sur l'Europe. Nous pensons que l'Europe doit aussi prendre ses responsabilités. Ce que vous avez fait, vous pouvez le défaire. Ne vous embarrassez pas de quand on va me traiter de ceci, cela. C'est vous qui avez fait la situation. C'est vous qui avez mis en place la situation actuelle. Si vous l'avez mise en place, si vous avez fait ce système depuis l'indépendance,
vous avez la responsabilité de les défaire. Excellence, vous avez, parmi vos nombreuses fonctions, outre le fait d'avoir présidé l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez aussi présidé la Commission de l'Union africaine. Est-ce que c'est une instance dans laquelle vous croyez encore ? Vous savez, il faut croire à l'Union africaine parce que nous n'avons pas beaucoup de choix. Il faut croire en l'Union africaine. C'est un choix résigné? Non, c'est un choix, je crois, de raison. C'est un choix de raison. Et lorsque les pères fondateurs de l'OUA de l'époque ont, dans les années 1963, au début de l'indépendance, décidé de vouloir créer les États-Unis d'Afrique, ces pères fondateurs se sont heurtés à beaucoup d'opposition, beaucoup de thèses en présence. Finalement, on a choisi de créer l'Organisation de l'Unité africaine. Et depuis lors, cette unité n'a cessé de se consolider en dépit des difficultés. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous sommes condamnés à régler nos problèmes et assurer le développement de cette manière-là. Mais est-ce que l'Union africaine a un rôle à jouer dans la situation intérieure de votre pays, d'un signal à donner, d'un boycott des autres pays de l'Union africaine à l'égard du régime que vous contestez aujourd'hui, donc d'Ali Bongo, qui a manifestement l'intention de rester? Je crois que l'Union africaine a observé les élections. L'Union africaine a produit un rapport qui va dans le même sens que le rapport de l'Union européenne, dans le même sens que le rapport de la francophonie, dans le même sens pratiquement que celui de NDI des Américains. Donc c'est clair que l'Union africaine, sur ce plan-là, a joué son rôle. Maintenant, il faut reconnaître que ce n'est pas si simple que ça. Quelqu'un a dit que l'Union africaine actuellement est un syndicat de chefs d'État. Je pense que c'est exagéré, mais je ne pense pas non plus que ce soit totalement faux. Ce qui veut dire que l'Union européenne aurait donc plus de poids que l'Union africaine dans le règlement potentiel de la crise au Gabon. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'Union européenne, au sein de laquelle se trouve la France, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la France a fait le Gabon depuis l'indépendance. C'est la France qui a fait le Gabon, qui a décidé qui sera président, qui ne le sera pas. C'est pas l'Union africaine. Donc nous pensons que l'Europe, au sein de laquelle se trouve la France, doit pouvoir défaire ce qu'elle a fait. C'est clair. Alors, elle a un poids supplémentaire parce qu'elle a les moyens que l'Union africaine n'a pas. La Commission de l'Union africaine n'a même pas les moyens financiers de sa politique. Et l'Union africaine s'appuie exclusivement sur l'Union européenne pour financer ses opérations. La facilité qui a été mise en place sous Prodi nous permet, nous, lorsqu'on veut faire quelque chose d'important, de s'adresser à l'Union européenne. Si nous voulons aller, comme c'était le cas en Somalie, pour défendre, promouvoir la paix en Somalie de manière armée, avec des militaires, vous voulez qu'on s'adresse à qui? Il a suffi de prendre mon téléphone, d'appeler Louis Michel, pour lui dire que voici ce qu'on veut faire, est-ce que vous pouvez utiliser la facilité? La réponse était immédiate. L'ONU ne pouvait même pas faire ça. Revenons sur la terre du Gabon. La situation économique est, dit-on, sur le fil du rasoir. Le Gabon a été longtemps connu pour la rente pétrolière, qu'il a surtout, pour le coup, servi à quelques-uns et à des intérêts pétroliers internationaux par ailleurs. Manifestement, pour ce qu'il en est de la situation économique et sociale du pays, elle n'est pas bonne. Est-ce que vous craignez une tension sociale? C'est pas je crains, la tension sociale est là. La situation du pays est chaotique sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier. Elle est catastrophique, elle est chaotique. Rien ne marche. Tout est à l'arrêt. Les sociétés pétrolières quittent le pays. Elles quittent le pays, monsieur. Et il en est de même de beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas venir dans un pays au Gabon avec le climat des affaires qui prévaut, avec la gouvernance dictatoriale qui prévaut, où aujourd'hui quelqu'un peut décider de venir vous arracher votre bien parce que il est au pouvoir. Donc ça ne peut pas marcher. Le pays est à l'arrêt. Et je dois vous dire que nous avons contribué à ce que le pays soit à l'arrêt. Nous avons indiqué à la communauté internationale que nous n'acceptons pas la situation qui prévaut actuellement au Gabon. Et nous allons amener le pays à être ingouvernable.
nous allons instaurer l'ingouvernabilité du pays. Et c'est ce qui se passe. Les grèves partout, rien ne marche, le pays est endetté, ne règle plus ses dettes, ne recouvre plus ses recettes. Comme auparavant, la dette a atteint des sommets phénoménaux, abyssaux, et la malgouvernance est là. On arrête tous les jours. On entraîne des escadrons de la mort qui viennent menacer l'opposition, brûlent leurs maisons tous les jours. Et un député, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, un député du PDG, encore député, a été arrêté, Bertrand Zibi. Il est en plus binational, il a été incarcéré et torturé. Et il est toujours en prison. Que lui reproche-t-on? Mystère et boule de gomme. D'autres sont dans cette situation. Des syndicalistes, comme les Baba, ont été arrêtés. Je reviens un instant quand même sur l'idée du rôle d'un certain nombre de capitales. Jean Ping, vous avez vous-même contribué dans le sillage de feu Omar Bongo à des, on dira, commissions de sages pour intervenir dans un certain nombre de grands pays voisins. J'ai souvenir de vos missions au Congo, à d'autres lieux pour tenter de ramener un climat de paix. On sait les liens du président du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, avec la famille Bongo. Est-ce que lui-même ne serait pas un recours? Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Qu'est-ce que ça veut dire recours? Dans la mesure où une personnalité peut-être comme lui pourrait convaincre M. Bongo que les temps passent. Nous souhaitons cela. Vous avez dit vous-même, quand Omar Bongo était là, il essayait de régler les conflits dans toute la sous-région. Il allait même au-delà de la sous-région, puisqu'il l'a fait en Côte d'Ivoire, il l'a fait en Angola, et il l'a fait un peu partout. Donc, Omar Bongo était un médiateur partout, dans tous les conflits de la sous-région. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ali Bongo est en mal avec tous ses voisins, même ceux qui l'ont soutenu au départ, comme le Congo, Brazzaville, qui l'a soutenu. Pourquoi s'est-il mis en mal avec le Congo-Brazzaville? On ne sait pas. Il faut vraiment lui poser la question. On se demande parfois si c'est pas un brin de folie. Nous partageons 1700 kilomètres avec le Congo-Brazzaville, qui nous ceinture du nord, à partir du Cameroun, jusqu'à l'océan Atlantique. Un homme raisonnable ne devrait pas chercher des problèmes à un voisin comme le Congo. Pourquoi l'a-t-il fait? Il faut aller chercher dans l'esprit tordu de ce monsieur pour trouver les raisons. Nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans ces problèmes-là. Nous pensons qu'à force de le faire, il pousse le Congo vers nous. Nous nous en félicitons. Ce n'est pas le cas encore, mais nous souhaitons qu'il continue comme ça et qu'il continue donc à pousser le Congo à regarder l'opposition. Il fait la même chose avec la Guinée équatoriale. Il fait la même chose avec le Cameroun. Allez-y comprendre. Au bout du compte, Jean Ping, est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce que, parce que la situation sociale et économique, vous l'avez dit, est un chaos, est-ce que vous avez un calendrier à proposer ou à exiger de la communauté internationale? Oui, nous l'avons proposé. J'ai, dans l'un de mes derniers discours, indiqué à la fin de ce discours que je sollicite, en vue de la réconciliation nationale, je sollicite et j'appelle la communauté internationale à venir assurer une mission de médiation. Rapide, pour faire entendre, refaire reconnaître la vérité des urnes, pour faire en sorte que la passation du service entre le vaincu et le vainqueur se fasse pacifiquement. En contrepartie, nous nous engageons, je m'engage avec les miens, à laisser la liberté de circulation à M. Ali, il peut entrer et sortir quand il veut, à garantir la sécurité de ses biens personnels, de sa sécurité personnelle, de la sécurité de ses biens, des biens de sa famille. qui est aussi un peu la vôtre. Pardon? Qui est aussi un peu la vôtre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous avez quand même eu 2 enfants avec la fille de Feu Omar Bongo. Est-ce que vous avez écouté la dernière émission de France 2? Non, dites-moi. Il faut l'écouter. Il renie sa sœur. Donc, je n'ai rien à voir avec lui. Et il faut même se poser la question, est-ce qu'il est le fils d'Omar Bongo Ondimba?
Donc ne mélangeons pas des choses qu'on ne doit pas mélanger. Et permettez-moi aussi de vous rappeler que les Gabonais savent tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Et pourtant, ils m'ont élu à 60%. C'est que eux, ils savent. Ils connaissent la vérité. Pour vous, la rue, si la communauté n'intervient pas, la rue aura le dernier mot? Mais la rue est déjà là. Elle participe pacifiquement à des manifestations qui sont souvent perturbées, parfois perturbées violemment. La rue est là. Mais vous savez, je vous ai indiqué au cours d'une de vos questions, je vous ai répondu en disant ils sont en train de développer le terrorisme contre l'opposition, la violence excessive contre l'opposition, et tôt ou tard, partout, la violence entraîne la résistance et la contre-violence. Merci d'avoir été avec nous, Jean. C'est moi qui... Merci d'avoir été avec nous, Jean. C'est moi qui... Merci.